Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de notre formation Python. Je suis DevJL et aujourd'hui nous allons voir ensemble les différents types de fonctions, notamment la fonction def et la fonction lambda. Sur ce, on commence. Bon, maintenant, il serait bon d'abord de rappeler que lors de la session précédente, c'est-à-dire l'épisode 4, nous avons vu ensemble les différents types de boucles qu'on retrouve en Python. Je vous ai parlé notamment de la boucle for et de la boucle while en présentant les caractéristiques et comment est-ce que vous pouvez les implémenter dans vos programmes. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer donc aux différentes façons de pouvoir créer des fonctions en Python. Mais dès lors, il serait bon déjà de savoir qu'est-ce qu'une fonction. En Python, comme en algorithmique en général, une fonction est tout simplement un bloc d'instruction ou encore un bloc de code réutilisable qui effectue une tâche spécifique. En outre, c'est en fait un assemblage d'instructions que l'on peut rappeler dans notre programme à tout moment. Il est généralement nommé et il a pour but de devoir faciliter les différentes, j'ai envie de dire, de raccourcir le code, de ne pas avoir à repliquer plusieurs fois d'affilée les mêmes instructions. Ainsi, en Python, nous distinguons particulièrement les structures de fonctions en def ou en lambda. Def étant la fonction à proprement dit, c'est-à-dire la structure même d'une fonction en Python. Et lambda étant une exception ou encore ici faisant part d'une fonction anonyme, c'est-à-dire une fonction qui se fera nommer par la suite lors de l'exécution de notre programme. Sans plus attendre, passons déjà à la syntaxe de la fonction def, ou du moins de la structure. Déjà, il faut constater que dans l'utilisation de def comme mot-clé pour créer une fonction, on a plus ou moins la même structure que si on utilisait une fonction. En fait, peu importe le langage, le mot-clé ici là sera def. Et par la suite, on donnera le nom de la fonction, suivi généralement d'une parenthèse dans laquelle on met l'ensemble des différents paramètres. Ces paramètres constituent les différentes valeurs que la fonction a besoin pour pouvoir s'exécuter et qui, durant tout le long de son implémentation, son exécution, en outre, elle contiendra des variables locales et ces variables vont faire un ensemble de calculs de sorte à avoir un retour qui peut être soit un retour sous forme d'affichage comme ici là avec juste un print à la fin ou un retour sous forme de valeur. Dans ce cas, on mettrait un return et on précisera la valeur ou du moins la variable contenant la valeur dont on souhaite retourner. Par la suite, passons à la structure lambda. Ce qui diffère particulièrement la structure lambda de la structure def, c'est que déjà, pour une structure lambda, on fait le tout sur une seule ligne. C'est-à-dire qu'ici, il n'est plus question de devoir empiler les instructions bout à bout pour pouvoir avoir un bloc d'instructions ou encore un bloc de code. On fait vraiment le tout le plus minimaliste possible. Dès lors, nous avons donc, comme vous pouvez le voir ici, là, le mot-clé lambda, suivi d'un ensemble de variables qui va servir ici de paramètres. Et par la suite, nous avons les instructions, qui doivent être généralement des instructions courtes pour pouvoir, comme vous pouvez l'imaginer, avoir une ligne propre et pas trop longue. Déjà, nous pouvons donc constater ici que lambda est plus utilisé dans les cas simples, c'est-à-dire les fonctions ne faisant pas trop appel à trop de restrictions.
il n'est pas très conseillé de devoir utiliser des boucles ou même d'utiliser trop des conditions, des structures conditionnelles pour ce type de fonction. C'est vraiment des fonctions ponctuelles ou même encore des fonctions qui peuvent s'écrire en une seule instruction, voire deux maximum. Sur ce, passons directement à la pratique. Maintenant, on se retrouve sur notre VS Code pour débuter avec la base pratique de cet épisode. Déjà, nous allons commencer par la structure def. Et pour ce faire, nous allons créer ensemble une petite fonction permettant de pouvoir déterminer si un nombre est un nombre premier ou non. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'un nombre premier, c'est tout simplement un nombre dont le nombre de diviseurs est égal à 2, c'est-à-dire lui-même et 1. Déjà, j'écris réalisation de la fonction le nombre premier. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire cette fonction? Déjà, il est bon à rappeler que comment est-ce qu'on peut procéder de façon logique. Vu qu'un nombre est dit premier que lorsque entre ce nombre, entre tous les champs de possibilités possibles, partant bien sûr de 1 jusqu'à lui-même, on n'a à aucun moment un nombre qui le divise. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Il n'y a pas de diviseur sur tout le long. Et c'est uniquement à cette condition-là qu'on pourra donc dire si oui ou non un nombre est premier. Ainsi, pour pouvoir faire cette fonction, je vais déjà d'abord mettre mon mot-clé def. Je pourrais appeler ma fonction nbr underscore premier pour dire si le nombre est premier. Entre parenthèses, je prends un paramètre, disons x, la valeur que j'entre, et je veux que ça soit un réel, bon, un entier, parce que c'est un nombre. Et je commence à écrire ma fonction. Si je n'ai pas encore l'inspiration, je peux mettre passe comme ça, je continue à taper du code, ça ne va absolument pas déranger. Mais comme on a déjà une autre feuille de route, comme je l'ai dit, il est question ici là de vraiment chercher à parcourir le nombre, c'est-à-dire à parcourir le champ de possibilités du nombre pour voir s'il n'y a pas un autre diviseur qui concorde. Dès lors, bon, déjà, on pourrait mettre tout simplement ici un y. Bon, vous aurez pu mettre fort, hein, ça ne devrait pas déranger. Un y. Et on crée une autre variable. On peut appeler un compteur. Bon, on peut appeler mon compteur à count, pourquoi pas. Et je dis que count est égal à 0. Vous aurez pu appeler ça div, ça n'aurait rien changé. Bon, count sera égal à 2 parce qu'on ne va pas commencer à partir de 0 quand même. Maintenant, on dit tant que count est différent de 0, 2 points, on va tout simplement continuer à avancer. C'est-à-dire qu'on va faire count plus plus. Bon, on va dire que plus égale 1. Mais avant ça, on va d'abord tester. C'est-à-dire que ici, là, on fait l'opération. Est-ce que x, bon, je pourrais m'appeler ça plutôt true. Bref, on peut dire par exemple, si j'appelle ça, disons que count, pour ne pas dire reste, est
Hmm, je crois que je vais plutôt mettre ici la index et je vais conserver count. Index et je vais mettre ici la... Non, c'est bon. Je vais peut-être mettre ici la value ou hmm, is true. Non, c'est bon comme ça. On peut mettre state. Ouais, pourquoi pas. Et on met ici là, peut-être ici là, on remplace tout ça, on met ici state. Ok, on est bon. Maintenant, à la place de count, on met index. Et ici là, on met index. Maintenant, on va tester si la valeur retournée par l'opération, si je vais faire index, mon x modulo index, si c'est égal à 0. Tout simplement. Dans le cas où c'est effectivement égal à 0, state est égal à false. Bon, on va quand même devoir se limiter à un niveau. On va dire que si state est index est inférieur ou égal à x. Donc, si x modulo index est égal à 0, alors on transforme state en false, on sort directement de la boucle. Dans le cas contraire, on continue tout simplement et on incrémente index de 1. Par la suite, on fait un petit test. Par la suite, on fait tout simplement un petit test print. On fait un petit test en disant que si je vais dire, si par exemple state, bon, on va pas tester state parce que state ça sert à rien. On va tester directement si index, voilà, c'est ça. Si index est différent de x. Dans ce cas, ça veut dire qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. On a donc trouvé finalement un diviseur. On pourrait même stocker ce diviseur quelque part, mais on verra ça après. Donc ici là, on affiche tout simplement print entre parenthèses. Je mets un petit f ici là en accolade. La valeur entre accolade x n'est pas anti-slash un diviseur. N'est pas un nombre premier, pardon. Ok. Et dans le cas contraire, on met
la valeur entre accolades de x est un nombre premier. Ok, donc on reprécise un peu ce qui se passe. Lors de l'exécution de notre fonction, on va d'abord créer une variable index qui va récupérer la valeur 2 et une boolean state qui récupère la valeur true. Par la suite, maintenant, on fait une boucle dans laquelle on va tester si est-ce que on aura à un moment changement au niveau de state, et ici là on respectera la condition. Dès le cas où l'une des conditions cela n'est pas respectée, on sortira directement de la boucle et à partir de là on aura donc un bon, ici là j'aurais dû mettre strict pour dire que je veux pas que ça soit égal, ça soit strictement inférieur. Ok, on aura directement sorti de la boucle et sinon on va tester seulement l'index parce que forcément state sera lui soit true soit false. Donc si on teste directement l'index, si l'index est égal à x, on va dire si l'index est différent de x, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé jusqu'à la fin directement, ça voudrait dire qu'il a trouvé un diviseur, on conclut. Dans le cas contraire, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé de diviseur et on pourra donc dire que le nombre est premier. Bon, maintenant que nous avons fini de réécrire notre fonction pour pouvoir déterminer si un nombre est premier ou non, on va maintenant l'appeler dans une fonction principale. Bon, je vous conseille d'utiliser la structure suivante lorsque vous utilisez généralement les fonctions en Python. Ça va vous aider grandement. C'est pas obligatoire, mais quand même c'est conseillé lorsque vous voulez pas avoir de bug lors de l'exécution. Bon, maintenant on passe une variable qu'on peut appeler, disons même test, pourquoi pas, auquel on lui affecte un entier que l'utilisateur va entrer une valeur et on va directement récupérer la valeur et on va le faire passer dans notre fonction NBR premier. Voilà. Et maintenant, on peut exécuter pour voir quel est le résultat. Ok, qu'est-ce qu'on me dit? On dit qu'il y a une erreur au niveau du keyboard. Voyons voir ça rapidement. D'accord. Je vois. Ok. Bon, je pense pas que ça soit vraiment ça le problème. Peut-être je le prends. Essayons encore. Ok, il a pris cette fois-ci. Apparemment, il n'aime pas les deux points. Donc, on va entrer d'abord une variable, disons 4. Lorsqu'on teste, on nous dit la valeur 4 n'est pas un nombre premier, effectivement, car 4 a pour diviseur en dehors de 1 et de lui-même 2. Si on entre une autre variable, par exemple, disons 7, il nous dit que 7 est un nombre premier. Effectivement, 7 est un nombre premier parce qu'il n'y a pas d'autre diviseur. On pourrait continuer ainsi de suite et on aurait toujours le même résultat. Comme vous voyez, notre fonction marche. Nous avons fini avec la fonction en disant def. Nous passons donc maintenant à la structure avec lambda. Et pour cela, nous allons réaliser un petit programme
permettant de pouvoir déterminer le PGCD entre deux valeurs. Nous nous appuierons principalement sur la méthode de détermination du PGCD par division euclidienne. Avant même de devoir commencer, j'aimerais qu'on rappelle le principe même de la détermination du PGCD par division euclidienne. Ici, nous avons deux valeurs, A et B. Ces valeurs entrées vont être soumises à une division euclidienne. C'est-à-dire que quoi? Nous allons prendre par exemple B. Bon, en fait, généralement, c'est la valeur la plus grande qui va diviser, c'est la valeur la plus petite qui va diviser la valeur la plus grande. Mais dans le cas d'exemple, on considère ici que B sera notre diviseur et A sera notre dividende. B sera notre dividende et A sera notre diviseur. Sorry. Donc, nous allons donc prendre ces deux valeurs, on va les diviser et ensuite on va récupérer le reste. Lorsque on récupère le reste, nous rendrons compte, nous allons tester par la suite si effectivement ce reste est égal ou non à 0. Dans le cas où le reste est égal à 0, nous allons directement conclure que c'est le diviseur, dans le cas présent A, qui sera notre PGCD. Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où on a un reste différent de 0, nous allons plutôt faire une permutation, de sorte à ce que celui qui était le dividende va maintenant récupérer la valeur du diviseur. Et celui qui était le diviseur va plutôt récupérer la valeur du reste. Par la suite, on procède encore à la division. On récupère le reste et on teste une fois de plus jusqu'à atterrir au cas de figure où le reste est égal à 0. Et pour ce faire, l'opération permettant de récupérer le reste d'une division euclidienne est appelée modulo. C'est-à-dire que dans ce cas, on pourra tout simplement poser que le reste est en fait égal au modulo de A par B, avec exactement le même fonctionnement que ce que je vous ai laissé comprendre tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va essayer de récupérer le reste de cette division euclidienne, tester si le reste est égal à 0 et en fonction, on va voir si on peut conclure ou non. Maintenant, qu'est-ce que ça donne en pratique? Comme je vous ai déjà dit lors de la présentation, on n'utilise pas généralement lambda pour des fonctions trop longues. Et il est déconseillé de devoir mettre des boucles à l'intérieur de votre fonction. Dès lors, pour pouvoir faire ce programme, nous allons déjà directement attaquer la récupération des valeurs A et B qui vont servir pour la détermination de notre PGCD. Nous mettons donc ici la A et B. Dans lequel nous allons directement mettre un input, entrer deux valeurs. OK. On met un split pour éviter d'avoir OK. Et par la suite, nous commençons donc notre fonction PGCD. On va commencer par mettre le mot-clé lambda suivi des variables. Bon, ici on est libre d'appeler ça comme on veut. Ça serviront principalement de paramètres. Moi, je vais les appeler X et Y, ou vous pourriez les appeler bêta, gamma, comme vous voulez, ça ne change absolument rien. À partir de là, je commence en disant que je récupère A. A est la valeur qui sera retournée. Et je mets une condition qui veut que
Ok, j'étais en train de dire qu'ici on va ensuite prendre, au lieu de mettre A, c'est plutôt X, désolé pour la confusion. Et ici, on va tester si Y est égal à 0. Sera celui qui va récupérer en fait la valeur du modulo. C'est pour ça qu'on teste ici là que Y est égal à 0. J'aurais pu mettre X modulo Y, ça aurait été la même chose. On a donc dans le cas où le modulo est égal à 0, on va retourner X. Et dans le cas contraire, on va plutôt retourner notre fonction PGCD avec à la place de X on va mettre Y et à la place de Y on va mettre X modulo Y. Moi. Et dès lors, nous aurons donc à déterminer avec véhémence notre PGCD. On peut maintenant faire un petit test print. Bon, on va directement tester PGCD. Des valeurs A et B qui seront entrées. On lance l'exécution. Bon, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Même chose, apparemment ils aiment vraiment, mais vraiment pas les deux points. On relance. D'accord. Il nous demande d'entrer deux valeurs. On va entrer ici, là, disons 16 et pourquoi pas 32. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Ils disent que type error in argument, machin, machin, machin. Bon, enfin, en fait, tout simplement, ils sont en train de dire que int ne peut pas prendre deux valeurs en paramètre. C'est normal parce que ici, là, je récupère une liste. Donc, ce que je peux faire pour faciliter la tâche, c'est que au lieu de devoir mettre tout ça d'un seul coup comme ça, c'est la brutale, je vais mettre ici là une, disons même une test list. On n'a pas encore abordé le concept de liste, mais c'est un peu de ça qui est question ici. Et à l'intérieur de ma test list, j'attribue les valeurs A et B. Et par la suite, je convertis encore A et B. Avant de les réaffecter. Bon, essayons comme ça. On nettoie. On teste. Bon. On entre deux valeurs. Je dis, bon, entrons d'abord 12 et 16. On me dit que le PGCD c'est 4. Si je relance et j'entre cette fois-ci, disons 112, on me dit encore c'est 4. Intéressant. Si j'entre maintenant, disons 8,
et disons 7. Il me dit c'est 1. Et voilà, vous pouvez constater par vous-même, notre fonction PGCD fonctionne. Donc, en résumé, on peut dire que là où la fonction def brille par le fait qu'elle est réutilisable, mais nécessite généralement d'appeler encore le nom de la fonction. La fonction lambda, elle est plus facile à implémenter et à utiliser, tellement car elle est, comme vous pouvez le voir, le tout contenu sur une seule ligne et généralement avec des légères restrictions. Vraiment, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas voulu trop m'attarder sur le code. Et ce que j'ai fait, c'est qu'on appelle une fonction récursive. C'est-à-dire que j'ai appelé la fonction dans la fonction. Mais hormis cela, j'ai trouvé en fait cette alternative pour ne pas avoir à mettre une boucle à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, c'est pas conseillé de faire les boucles avec lambda. Lambda, c'est vraiment une fonction que vous utilisez que lorsque vous avez des petites opérations à faire, à la limite des opérations qui tiennent sur une et une seule instruction. Et c'est sur ce s'achève notre vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à là. Et avant de nous quitter, je voudrais vous laisser quelques petits devoirs pour la prochaine séance. Nous aurons donc, pour vous, je vous invite à faire la fonction factorielle avec la méthode def. Et en ce qui concerne pour lambda, vous ferez une sorte de petite calculatrice. C'est-à-dire que vous allez mettre des fonctions du type addition, du type multiplication, du type division, soustraction, vraiment une calculatrice minimaliste avec les structures match pour pouvoir faire l'effet vraiment de l'effet application. Vous allez dresser ainsi un petit programme nous permettant de pouvoir faire usage des lambda pour pouvoir faire les différents calculs. Tandis qu'avec def, en plus de la fonction vous permettant de calculer le factoriel, vous allez aussi faire une fonction permettant de résoudre une équation du second degré avec la méthode de vérification, delta, etc. Tout le processus de résolution. Sur ce, s'achève notre épisode. Je vous remercie une fois de plus pour avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine aventure. Ciao, ciao.